Elle a découvert quelque chose dans cette terre aride que personne ne croyait possible. Et cela a non seulement changé sa vie, mais a fait naître l'amour le plus authentique que l'arrière-pays provençal ait jamais connu. Pouvez-vous imaginer être si désespéré que vous acceptez de voyager seul vers un lieu qui figure à peine sur la carte, sans connaître personne, sans nul endroit où retourner? Pourtant, cette histoire s'est déroulée dans la France rurale de 1928, lorsque deux âmes brisées par le destin se sont croisées dans un train poussiéreux et ont découvert que repartir de zéro signifie parfois bâtir quelque chose de plus grand que tout ce qu'ils avaient osé rêver. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires depuis où vous regardez cette histoire. Cela m'aide énormément à savoir que ce contenu parvient jusqu'à vous. Et si vous aimez les histoires vraies de résilience et d'amour véritable, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Maintenant, place à l'histoire. Léonie Faure avait 26 ans lorsque sa vie s'effondra pour la seconde fois. La première fois, c'était 3 ans plus tôt, quand son mari mourut dans un accident qu'elle préférait oublier. La seconde survint par un après-midi de mars 1928, dans le grand hôtel particulier de la famille Delorme à Paris, lorsque sa belle-sœur Béatrice déposa une vieille valise sur le perron et déclara d'une voix glaciale que Léonie avait jusqu'à la fin de la semaine pour partir. Il n'y avait pas d'héritage, pas de droit, pas même de compassion. Le frère de Béatrice, qui était notaire, expliqua avec un jargon juridique qu'elle ne saisissait pas entièrement que la propriété appartenait à la famille, et non à la veuve. Léonie n'avait été épouse que pendant 1 an et 4 mois. Cela, apparemment, ne suffisait pas à garantir quoi que ce soit. Elle passa 3 jours à chercher du travail dans Paris. Elle tenta les écoles, les maisons bourgeoises, tout ce qu'une femme instruite pouvait faire. Les portes se fermaient poliment. Une jeune veuve sans référence, sans famille pour la soutenir, sans économie. La grande ville était magnifique pour ceux qui avaient un lit. Pour ceux qui n'en avaient pas, ce n'était que vacarme et indifférence. Ce fut dans une pension bon marché près de la gare de Lyon que Léonie vit l'annonce punaisée sur le mur poussiéreux du couloir. Recherche institutrice pour enseigner à Val-de-Pierre, Haute-Provence. Salaire modeste, logement fourni, début immédiat. Contact par courrier à la mairie. Léonie relut 3 fois. La Provence était loin, très loin. Elle n'avait jamais quitté Paris. Mais les mots « logement fourni » brillèrent, comme la promesse d'un refuge. Et le mot « immédiat » signifiait qu'on ne poserait peut-être pas trop de questions. Elle écrivit la lettre le soir même, assise sur le lit étroit de la pension, écoutant les bruits de la ville au dehors. Elle mentionna qu'elle était diplômée de l'école normale, qu'elle avait de l'expérience avec l'alphabétisation, qu'elle était disponible. Elle ne mentionna pas qu'elle était veuve. Elle ne mentionna pas qu'elle n'avait nulle part où aller. Elle l'envoya le lendemain et attendit avec l'anxiété de celle qui sait que c'est peut-être sa dernière chance. La réponse arriva en 1 semaine. Une lettre courte, directe, confirmant le poste. Le billet de train serait payé par la mairie au guichet, il suffirait de présenter la lettre. Début en avril. Léonie la lut assise sur la marche de la pension, le soleil frappant le papier jauni, et ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Ce n'était pas exactement de l'espoir, c'était du mouvement, c'était la possibilité de ne pas sombrer davantage. Le 28 mars 1928, Léonie monta dans le train à la gare de Lyon, portant une valise en cuir usé et un sac en tissu contenant le peu d'affaires qu'elle appelait encore siennes. Elle portait un tailleur gris discret, un chapeau simple, des chaussures qui demandaient déjà à être ressemelées. Elle chercha une place libre en 3e classe et s'assit près de la fenêtre, regardant Paris disparaître peu à peu alors que le train prenait de la vitesse. La fumée de la locomotive s'infiltrait par les fentes, l'odeur du charbon se mêlant à celle de la promiscuité. Léonie ferma les yeux et inspira profondément. Peu importait où elle allait. L'important était qu'elle partait.
L'homme s'assit sur la banquette d'en face quelques heures plus tard, quand le train s'arrêta dans une petite ville dont elle ne retint pas le nom. Il était grand, les épaules larges, la peau tannée par le soleil, des mains immenses et calleuses tenant un baluchon de toile lié par une corde. Il portait une chemise de coton sans veston, un pantalon rapiécé mais propre, un béret un peu froissé. Il plaça son baluchon dans le filet à bagages avec précaution, comme s'il transportait quelque chose de précieux, et s'assit sans regarder autour de lui. Léonie remarqua qu'il avait les yeux sombres, cernés, fatigués. Elle remarqua aussi qu'il ne portait pas d'alliance. Elle remarqua qu'il semblait porter le même genre de fardeau invisible qu'elle ne connaissait que trop bien. Le train continua de cahoter sur les rails. Le paysage changeait doucement. Les villes cédèrent la place aux villages, les villages aux pâturages, les pâturages à la garrigue et aux rocailles. La chaleur augmentait à chaque kilomètre vers le sud. Léonie retira sa veste légère et la plia sur ses genoux. L'homme d'en face ôta son béret et passa la main dans ses cheveux bruns collés par la sueur. C'est alors qu'il se tourna légèrement et que leurs regards se croisèrent par accident. Il hocha légèrement la tête, un geste poli de qui reconnaît un autre passager dans le même long périple. Léonie lui rendit son signe. Il y eut quelque chose dans cette seconde de contact visuel. Ce n'était pas de l'attirance, c'était de la reconnaissance. Comme quand on voit quelqu'un dans la même situation que soi et qu'on sait, sans avoir besoin de demander, que cette personne est aussi en fuite, en train de recommencer, ou simplement de survivre. Le soir tomba doucement. Le train s'arrêta 3 fois pour ravitailler en eau et en charbon. Au 3e arrêt, dans une gare minuscule entourée de terre ocre, l'homme descendit pour se dégourdir les jambes. Léonie descendit aussi, sentant ses jambes engourdies d'être restée assise. Elle acheta de l'eau à une vendeuse ambulante. L'eau était tiède, mais étanchait la soif. En se retournant pour remonter dans le train, elle manqua de heurter le grand homme. Il s'excusa d'une voix grave et sereine. Léonie dit qu'il n'y avait pas de mal. Ils restèrent là un instant avec les gens qui passaient autour, le sifflet du train annonçant le départ. Ce fut lui qui parla le premier. Il demanda si elle allait loin. Léonie répondit qu'elle allait jusqu'à Val-de-Pierre, en Haute-Provence. Il haussa les sourcils, surpris, et dit que lui aussi. Quelle coïncidence, commenta Léonie, sentant quelque chose d'étrange dans sa poitrine, quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Au moins, elle ne serait pas complètement seule en arrivant. Ils retournèrent ensemble vers le train. Cette fois, il s'assit à côté d'elle, après avoir demandé la permission. Il se présenta comme Marcel Ferrand, venant d'Ardèche. Léonie se présenta sans donner trop de détails. Il demanda ce qui l'amenait dans un endroit si reculé. Elle expliqua qu'elle allait enseigner dans une école. Il acquiesça lentement et dit qu'il allait chercher du travail. Il avait de l'expérience avec le bétail et les cultures. Il avait travaillé des années comme régisseur. Léonie remarqua qu'il ne dit pas où il avait travaillé, ni pourquoi il était parti. Elle ne posa pas de questions. Elle savait que certaines histoires sont trop lourdes pour être racontées d'emblée. La nuit tomba tout à fait, et le train continua de traverser l'obscurité. Les faibles lanternes du wagon éclairaient à peine les visages fatigués des passagers. Beaucoup dormaient déjà, appuyés contre les vitres ou les uns sur les autres. Marcel demanda si Léonie voulait partager le pain qu'il avait dans son baluchon. Elle accepta avec reconnaissance. Ils mangèrent en silence, un pain de campagne un peu sec mais qui calait l'estomac, accompagné d'un morceau de pâte de coin qu'il coupa avec son couteau de poche. Il y avait quelque chose de réconfortant dans ce silence. Ce n'était pas gênant. C'était le silence de 2 personnes qui n'avaient pas besoin de feindre que tout allait bien. Ce fut lui qui rompit le silence après un moment. Il dit qu'elle semblait courageuse de voyager seule aussi loin. Léonie eut un sourire sans joie et répondit que ce n'était pas du courage, c'était de la nécessité. Marcel comprit. Il dit qu'il était dans la même situation. La nécessité était la mère de bien des décisions. Léonie le regarda de côté, observant son profil marqué par la lumière tamisée. Elle demanda ce qui s'était passé. Il resta silencieux si longtemps qu'elle crut qu'il n'allait pas répondre.
Alors Marcel commença à parler, la voix basse pour ne pas réveiller ceux qui dormaient à proximité. Il raconta qu'il avait travaillé 8 ans comme régisseur au domaine Sainte-Hélène en Ardèche. Il était l'homme de confiance du patron, s'occupait de tout, le bétail, les vignes, les ouvriers. Il gagnait bien sa vie. Il avait même pour projet d'économiser et d'acheter un jour sa propre terre. Mais il y a 6 mois, un vol avait eu lieu. Des outils coûteux, des harnais de cuir, de l'argent du coffre du bureau avaient disparu. Le patron accusa Marcel. Il n'y eut pas vraiment d'enquête, pas de discussion. Le fils du patron, un jeune homme d'une vingtaine d'années que Marcel savait dépensier et menteur, jura avoir vu Marcel près du coffre. C'était un mensonge, mais la parole du fils du propriétaire valait plus que celle de l'employé. Marcel fut renvoyé sur le champ, sans recevoir son dû, sans lettre de recommandation. La nouvelle se répandit dans la région. Plus personne ne voulut l'embaucher. Sa fiancée, fille d'un petit commerçant, rompit les fiançailles. Sa mère déclara qu'elle ne donnerait pas sa fille à un voleur. Marcel tenta de prouver son innocence. Mais comment? Il n'avait pas de témoin, pas d'avocat, rien d'autre que sa propre parole. Alors, il rassembla le peu qu'il avait et décida de partir loin, là où personne ne connaîtrait son nom, où il pourrait recommencer sans le poids de l'accusation. Léonie écouta tout en silence, le cœur serré. Quand il eut terminé, elle effleura son bras et dit qu'elle le croyait. Marcel se tourna vers elle, surpris. Il demanda pourquoi. Léonie répondit qu'elle connaissait le regard de ceux qui ont subi l'injustice. Elle le connaissait parce qu'elle le voyait dans le miroir chaque jour. Alors elle raconta son histoire. Le mariage bref, le veuvage, l'expulsion par la famille du mari, la ville qui n'accueillait pas, l'annonce qui était son dernier espoir. Ils restèrent à discuter tard dans la nuit. Des conversations que des inconnus n'ont pas d'habitude, mais que des désespérés partagent, parce qu'il n'y a plus rien à perdre. Marcel dit qu'il admirait son courage d'accepter d'aller vers l'inconnu. Léonie dit qu'elle admirait sa dignité de ne pas avoir abandonné malgré l'accusation injuste. Il y avait quelque chose qui se formait là, dans ce wagon de 3e classe cahotant à travers la nuit provinciale. Ce n'était pas encore de l'amour, mais c'était une connexion. C'était comprendre qu'on n'est pas seul au monde, qu'il y a une autre personne qui sait ce que c'est de tout perdre et pourtant d'avancer. Ils dormirent peu, appuyés sur les bancs inconfortables. Quand le soleil se leva et illumina le paysage aride de Provence, Marcel pointa par la fenêtre et dit qu'il n'avait jamais vu ce type de végétation. Des chênes verts, tordus, des herbes sèches, de la pierre blanche et de la terre ocre. Léonie observait aussi avec une curiosité mêlée d'appréhension. C'était si différent de Paris, c'était si vide, ou peut-être était-ce si plein d'espace que cela en devenait effrayant. Le train arriva en gare de Val-de-Pierre, en milieu de matinée du 2e jour de voyage. La gare était petite, pratiquement un abri de pierre avec un toit de tuiles et une enseigne délavée. Il y avait peu de gens qui attendaient. Un vendeur de fruits avec un panier, 2 femmes avec des enfants, un homme au chapeau de paille lisant le journal adossé au mur. Léonie descendit avec sa valise, sentant ses jambes flageoler. Marcel descendit juste derrière avec son baluchon. Ils restèrent immobiles sur le quai un moment, regardant autour d'eux. Le bourg était plus petit que Léonie ne l'avait espéré. Une rue principale de terre battue, des maisons basses en pierre sèche, certaines aux volets clos. Il y avait une église romane au centre, une épicerie, un café avec une terrasse ombragée par des platanes. Quelques charrettes étaient stationnées à l'ombre rare des arbres. La chaleur était sèche et lourde, typique du sud. Le soleil semblait plus grand ici. Léonie essuya la sueur de son front avec un mouchoir et inspira profondément. C'était ici. Il n'y avait pas de retour possible. Marcel demanda si elle savait où aller. Léonie sortit la lettre de son sac et lut l'adresse. Mairie, rue principale. Il pointa vers le bâtiment le plus structuré qu'on voyait là-bas, une bâtisse à 1 étage, avec un drapeau tricolore fatigué. Ce devait être là. Léonie le remercia. Ils se regardèrent une seconde, sans trop savoir comment se dire au revoir.
Ce fut Marcel qui tendit la main. Il dit que cela avait été un plaisir de la connaître, qu'il lui souhaitait bonne chance. Léonie serra sa main, sentant la fermeté de ses doigts calleux, et lui souhaita bonne chance aussi, qu'il trouve du travail, que les choses s'améliorent. Chacun partit de son côté. Léonie marcha dans la rue poussiéreuse, traînant sa lourde valise, sentant les regards curieux des villageois. Une femme seule, une étrangère, cela attirait l'attention. Elle arriva à la mairie en nage, les pieds douloureux. Elle monta les marches de pierre et entra. Le bureau était simple, un bureau en bois sombre, des étagères remplies de dossiers, un ventilateur au plafond qui tournait lentement, sans soulager la chaleur. Un homme d'âge moyen, moustache grise, gilet et manches de chemise retroussées, leva les yeux quand elle entra. Léonie se présenta et montra la lettre. L'homme, qui s'identifia comme Octave Brunet, le secrétaire de mairie, haussa les sourcils et dit qu'elle était arrivée vite. Il ne l'attendait que la semaine suivante. Il prit un dossier et feuilleta quelques papiers. Puis, il regarda Léonie avec une expression un peu gênée et dit qu'il devait être honnête avec elle. L'école mentionnée dans la lettre n'était pas encore prête. En vérité, il n'y avait pas d'école. Ils avaient l'intention d'en construire une. Mais les fonds n'étaient pas arrivés, le bois était en retard, la main-d'œuvre manquait. Ce qu'ils avaient, c'était un groupe de 10 ou 12 enfants qui avaient besoin d'apprendre à lire et écrire, mais les cours devraient se tenir dans l'église en empruntant l'espace du père Lucien. Léonie sentit le sol se dérober un peu. Elle inspira profondément et demanda au sujet du logement fourni. Octave se gratta la tête et dit que le logement aussi était une question délicate. Ils avaient une petite chambre à l'arrière de l'épicerie de Madame Solange qui pourrait convenir. Ce n'était pas grand-chose, mais il y avait un lit et une fenêtre. Le salaire serait inférieur à celui annoncé car, la mairie avait des difficultés. Mais ils auraient le nécessaire. De la nourriture, un toit, et peut-être que dans le futur, les choses s'amélioreraient. Léonie resta silencieuse, assimilant la nouvelle. Elle avait été trompée d'une certaine manière, mais en même temps, que pouvait-elle faire? Retourner où? Dépenser l'argent qu'elle n'avait pas pour un autre billet de train? Elle acquiesça doucement et dit qu'elle acceptait. Octave sembla soulagé. Il dit qu'elle avait l'air d'une demoiselle sensée et que Val-de-Pierre avait besoin de gens comme ça. Il l'emmena jusqu'à l'épicerie de Madame Solange, 3 portes plus bas. Madame Solange était une femme robuste, les cheveux tirés en un chignon serré, un tablier taché de farine, des yeux petits mais vifs. Elle salua Léonie avec gentillesse et montra la chambrette. C'était vraiment petit. Un lit en fer, une petite table, une chaise, un rideau élimé servant d'armoire. La fenêtre donnait sur la cour où des poules picoraient, mais c'était propre. Ça sentait le savon de Marseille. Madame Solange dit qu'elle pouvait utiliser les toilettes au fond de la boutique et faire sa toilette au lavoir, si besoin. Léonie remercia, posa sa valise au sol et s'assit sur le lit. Madame Solange demanda si elle allait bien. Léonie dit que oui, juste fatiguée du voyage. La femme acquiesça et dit qu'elle allait apporter du café et du pain, qu'elle devait manger quelque chose. Elle sortit et ferma la porte doucement. Léonie resta seule, dans la petite pièce chaude, écoutant le son lointain des voix, des charrettes passant, des cigales chantant. Elle mit ses mains sur son visage et laissa quelques larmes couler. Pas de tristesse exactement, d'épuisement, de soulagement, de peur de l'avenir, de tout cela à la fois. Elle resta là quelques minutes à se recomposer. Puis elle se lava le visage, dans la bassine posée sur la petite table, troqua sa tenue de voyage pour une robe plus légère, attacha ses cheveux. Quand Madame Solange revint avec le plateau, Léonie était assise droite sur la chaise, avec l'apparence de quelqu'un qui maîtrisait la situation. Elle mangea le pain lentement, but le café fort, remercia pour la gentillesse. Madame Solange s'assit au bord du lit et commença à parler. Elle raconta le village, les gens, les difficultés. Val-de-Pierre était petit et isolé.
Il y avait à peine une cinquantaine de familles. Ils vivaient essentiellement de petites cultures de subsistance et de quelques troupeaux de chèvres. La terre était difficile, l'eau était un problème pendant la sécheresse. Les gens partaient dès qu'une opportunité se présentait ailleurs. Léonie écouta avec attention. Puis, elle demanda s'il y avait des opportunités de travail dans la région. Madame Solange fronça les sourcils et dit que pour une femme, à part enseigner, il n'y avait pas grand-chose. De la couture, peut-être, laver le linge, cuisiner dans une maison bourgeoise. Léonie acquiesça. Puis, un peu hésitante, elle mentionna qu'elle possédait une terre, un héritage lointain d'une tante qu'elle avait à peine connue. Elle avait reçu l'acte notarié il y a 2 ans, mais n'avait jamais su exactement où cela se trouvait. Elle savait que c'était en Provence, près de Val-de-Pierre. Est-ce que Madame Solange connaissait? Madame Solange demanda à voir l'acte. Léonie le sortit de son sac, un document jauni et plié. La femme lut avec attention, remuant les lèvres, puis leva les yeux avec une expression de surprise. Elle dit qu'elle connaissait, oui. C'était un lopin de terre à la sortie nord du village, près de la garrigue. 15 hectares. Mais c'était une terre à l'abandon. Personne n'y avait vécu ces 5 dernières années. On disait que le sol était mauvais, que rien n'y poussait correctement. Il y avait une cabane tombant en ruine. Les gens évitaient même d'y passer, car il y avait des histoires disant que l'endroit portait malheur, qu'on entendait des bruits étranges la nuit. Des bêtises de gens superstitieux, bien sûr, mais la vérité était que personne n'avait voulu de la terre, même quand elle était à vendre pour une bouchée de pain. Léonie sentit son cœur se serrer. Ainsi, l'héritage qui semblait être quelque chose n'était en réalité qu'une terre sans valeur. Elle demanda si cela valait au moins la peine d'aller voir. Madame Solange haussa les épaules et dit que ça ne faisait pas de mal. Peut-être qu'elle pourrait vendre à quelqu'un de l'extérieur qui ne connaîtrait pas les histoires, ou, qui sait, l'utiliser pour quelque chose. Léonie décida qu'elle irait voir le lendemain. Pour l'instant, elle avait besoin de repos. La nuit tomba, chaude et lourde. Léonie s'allongea sur le lit étroit, écoutant les sons différents de cet endroit inconnu. Des aboiements lointains, les grillons chantant fort, le mistral faisant craquer les volets de l'épicerie. Elle pensa à Paris, à la vie qu'elle avait avant, au mariage bref, à la solitude qui vint après. Elle pensa au train, au long voyage, à Marcel Ferrand et ses yeux fatigués. Où était-il maintenant? Avait-il trouvé quelque chose? Elle ne savait pas pourquoi elle pensait à lui. Peut-être parce qu'il était la seule personne ici qui comprenait ce que c'était de repartir de rien. Le lendemain, tôt le matin, Léonie alla chercher ladite terre héritée. Madame Solange lui donna des indications. Suivre la rue principale jusqu'au bout, prendre le chemin de terre à droite, marcher une vingtaine de minutes jusqu'à ce qu'apparaisse une cabane en bois à moitié cachée par la végétation. Léonie prit son chapeau, une robe simple en coton, des chaussures résistantes et partit. Le soleil chauffait déjà quand elle sortit du village. Le chemin de terre était plein de pierres et d'ornières. Elle passa devant 2 petites propriétés avec des clôtures, quelques vaches maigres qui paissaient, des chiens qui aboyèrent sur son passage. Puis la route devint plus déserte. Rien que la garrigue des 2 côtés, des arbres tordus, des herbes hautes et sèches. Le silence était presque oppressant. Juste le bruit de ses propres pas et des oiseaux cachés. Alors elle la vit. La cabane était là, un peu de travers, le toit de chaume percé, les murs de pierre sèches fissurés, la porte pendante sur un seul gond. Il y avait des broussailles qui poussaient tout autour, envahissant ce qui avait dû être un enclos. Léonie marcha doucement, regardant tout. La terre était ocre, sèche, parsemée de grosses pierres. Elle ne semblait pas bonne pour planter. Mais c'était grand, 15 hectares. On pouvait voir l'étendue, allant jusqu'à l'orée d'un bois plus dense au loin. Elle entra dans la cabane avec précaution. Sol de terre battue, reste d'un vieux foyer, toile d'araignée dans les coins. Ça sentait le moisi et l'abandon. Mais il y avait quelque chose ici. Peut-être était-ce juste le désespoir, mais Léonie ressentit quelque chose. C'était à elle. C'était la seule chose au monde qui était à elle.
Une terre ingrate, une cabane en ruine, des histoires de malchance, mais c'était la sienne. Elle resta là, immobile au milieu de cet espace vide, le soleil entrant par les fentes du toit, et prit une décision. Elle n'allait pas vendre, elle n'allait pas abandonner, elle allait tenter quelque chose. Elle ne savait pas encore quoi, mais elle allait essayer. Elle sortait de la cabane quand elle entendit des pas. Elle se retourna, effrayée, et vit Marcel Ferrand marchant dans sa direction. Il s'arrêta, surpris de la voir là. Il demanda ce qu'elle faisait à cet endroit. Léonie expliqua qu'elle était propriétaire de ces terres. Marcel regarda autour de lui avec une expression pensive et dit qu'il était venu voir aussi. Madame Solange avait mentionné la veille qu'il y avait une terre abandonnée, et il avait voulu voir s'il y avait une opportunité. Ils restèrent là, tous les deux, au milieu de ce morceau de sol oublié. Léonie raconta l'héritage inattendu, la déception de découvrir que ça ne valait rien. Marcel marcha à travers la propriété, observant le sol, la végétation, la position du soleil. Il s'accroupit et prit une poignée de terre, l'effrita entre ses doigts. Il dit que le sol était pauvre, c'est vrai, mais pas impossible. Il avait vu des terres pires produire quand elles étaient bien traitées. Le problème, c'était l'eau. Sans eau, rien ne poussait dans la garrigue pendant la sécheresse. Léonie demanda s'il pensait qu'il y avait de l'eau ici. Marcel regarda la topographie, la forme du terrain qui descendait doucement vers une zone plus basse couverte d'une herbe différente, plus verte. Il dit que peut-être. Ce type de végétation plus verte indiquait généralement que la nappe phréatique était plus proche. Il faudrait creuser pour savoir, mais peut-être qu'il y en avait. Il y eut un silence. Ce fut Léonie qui parla la première. Elle demanda s'il avait trouvé du travail. Marcel secoua la tête. Il avait passé la journée précédente à demander, mais les 3 petites fermes de la région n'avaient pas besoin de régisseurs. On lui avait offert un travail de bras, journalier, salaire de misère. Il accepterait bien sûr, mais ce n'était pas ce qu'il espérait. Pas avec l'expérience qu'il avait. Léonie inspira profondément et posa la question qui avait germé dans son esprit durant la nuit. Elle demanda s'il serait d'accord pour une association. Elle avait la terre, il avait le savoir-faire. Elle pouvait fournir la planification, l'éducation nécessaire pour gérer les affaires, la partie légale. Il pouvait travailler la terre, la faire produire, utiliser son expérience. Il partagerait ce qui viendrait. Moitié-moitié. C'était risqué, bien sûr. Peut-être que ça ne marcherait pas, mais peut-être que si. Marcel la regarda longuement. Dans ses yeux, il y avait de la surprise, de la méfiance, de l'espoir. Il demanda pourquoi elle lui ferait confiance. Elle avait entendu son histoire. Elle savait qu'il avait été accusé. Léonie répondit que c'était justement pour ça qu'elle avait confiance. Parce qu'il avait subi l'injustice et était resté debout. Parce que l'honnêteté se voyait dans le regard. Et parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'options, mais lui non plus. Alors pourquoi ne pas essayer ensemble? Marcel réfléchit. Il regarda la terre autour, la cabane, cette femme face à lui, qui avait le courage de proposer quelque chose d'aussi improbable. Alors, il tendit la main et dit qu'il acceptait, qu'il allait travailler dur, qu'il allait faire produire cette terre, qu'elle ne le regretterait pas. Léonie serra sa main et sentit quelque chose de différent. Ce n'était pas seulement un accord commercial, c'était un partenariat, c'était de la confiance, c'était le début de quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait encore nommer, mais qui était là, planté avec la décision de recommencer. Les premiers jours furent plus difficiles que n'importe lequel d'entre eux ne l'avait imaginé. Marcel commença par nettoyer le terrain autour de la cabane, coupant les broussailles avec une faucille empruntée à Madame Solange, arrachant les souches, empilant les pierres. Le soleil tapait fort dès le matin, brûlant la peau, asséchant la gorge. Léonie apportait de l'eau dans une cruche en terre cuite, faisant les 20 minutes de marche aller-retour plusieurs fois par jour. Elle nettoyait aussi l'intérieur de la cabane, balayait la terre battue, bouchait les trous des murs avec de l'argile fraîche mélangée à de la paille, cousait des pièces sur un morceau de vieille bâche pour couvrir les failles du toit. Ils travaillaient en silence la plupart du temps, chacun concentré sur sa tâche, mais il y avait des moments où leurs mains se touchaient en passant la louche d'eau.
Des moments où Marcel tenait l'échelle de bois pendant que Léonie montait pour réparer le toit et qu'il regardait vers le haut avec une inquiétude sincère, lui disant de faire attention. Des moments où elle préparait un repas simple sur un petit feu dehors et qu'il mangeait avec appétit, la complimentant même si ce n'était que des haricots et que ses yeux à elle brillaient de ce compliment. Il ne parlait pas de ça, mais c'était là. Le 5e jour, Marcel décida de chercher l'eau. Il arpenta la propriété entière, étudiant le terrain, observant où la végétation était plus verte, où le sol était plus sombre. Il s'arrêta dans une zone au coin nord-est de la terre, où il y avait une légère dépression et un groupe d'arbres qui semblait plus vigoureux. Il y planta un piquet de bois et dit à Léonie que c'était là qu'ils allaient creuser. Elle demanda comment il savait. Marcel expliqua qu'il ne savait pas avec certitude, mais des années de travail à la ferme lui avaient appris à lire les signes. Les racines cherchent l'eau. Là où l'arbre pousse le mieux, l'eau est plus proche. Léonie prit du papier et un crayon qu'elle avait apporté et commença à dessiner un croquis de la propriété, marquant le point que Marcel avait indiqué. Il la regarda surpris et demanda ce qu'elle faisait. Elle expliqua qu'il était important de documenter. S'il trouvait de l'eau, il devait savoir exactement où, la profondeur, le débit. S'il n'en trouvait pas, il devait savoir où ne pas chercher de nouveau. L'enregistrement était la base de tout projet. Marcel la regarda avec une expression qui mêlait admiration et autre chose. Il dit qu'il n'avait jamais pensé ainsi. Léonie sourit, son premier vrai sourire depuis son arrivée, et répondit qu'il faisait une bonne équipe, lui avec la pratique, elle avec la théorie. Marcel lui rendit son sourire, et pendant une seconde, le monde sembla moins dur. Ils commencèrent à creuser le lendemain. Marcel piochait, Léonie évacuait la terre avec un seau. Ils travaillaient depuis l'aube jusqu'à ce que le soleil devienne insupportable, se reposaient à l'ombre rare durant les heures les plus chaudes, revenaient en fin d'après-midi. Les muscles de Léonie lui faisaient mal d'une façon qu'elle n'avait jamais connue. Ses mains se couvrirent d'ampoules, qui perçaient et devenaient de la corne. Marcel proposa de le faire seul, mais elle refusa. Ils étaient associés, ils partageaient le travail à égalité. Le 3e jour d'excavation, à près de 2 mètres de profondeur, la pelle de Marcel heurta quelque chose de plus humide. Il creusa plus vite, avec urgence. La terre était mouillée. Il creusa plus profond, et l'eau commença à apparaître, d'abord comme de la boue, puis comme une petite flaque, puis remplissant doucement mais constamment le trou. Marcel remonta et resta là à regarder avec l'expression de celui qui n'y croit pas. Léonie descendit l'échelle improvisée et vit de ses propres yeux de l'eau, claire, fraîche, jaillissant du sol que tous disaient aride. Elle remonta et ils restèrent là, immobiles, couverts de terre ocre, en sueur, épuisés, regardant ce trou, qui était bien plus qu'un trou. C'était une possibilité, c'était un avenir, c'était de l'espoir tangible. Léonie sentit ses yeux s'emplir de larmes. Marcel posa sa main sur son épaule, un geste instinctif de réconfort, et dit qu'ils avaient réussi. Sa voix était rauque d'émotion. Léonie se tourna vers lui, et avant de réfléchir, elle l'étreignit. Ce fut une étreinte serrée, de celle que les gens échangent quand ils partagent une victoire inespérée. Marcel hésita juste une seconde avant de répondre, ses bras forts l'enveloppant avec précaution, comme si elle était trop fragile. Ils restèrent ainsi un temps qui parut à la fois long et court. Quand ils se séparèrent, il y avait quelque chose de différent dans l'air, quelque chose qui n'était plus seulement un partenariat. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre le reste de cette histoire incroyable. La nouvelle de l'eau se répandit dans le village. Madame Solange le raconta à sa voisine, qui le raconta à une autre. Et en quelques jours, la moitié de Val-de-Pierre savait que la terre maudite avait de l'eau. Quelques personnes vinrent voir. Ils regardaient avec méfiance, mais aussi avec curiosité. Comment avait-il trouvé de l'eau là où personne n'en avait trouvé? Marcel expliquait patiemment la lecture du terrain, les signes de la végétation. Les gens écoutaient, mais ne semblaient pas totalement convaincus. Peut-être était-ce juste de la chance.
Ce fut à cette époque que M. Armand de Villefort apparut. C'était le propriétaire du plus grand domaine de la région, situé à une quinzaine de kilomètres au sud. Un homme dans la cinquantaine, le ventre proéminent, vêtu d'un costume de chasse coûteux et de bottes lustrées. Il arriva à cheval un après-midi, accompagné d'un régisseur. Il s'arrêta près de la cabane où Marcel renforçait les murs et demanda à parler au propriétaire. Léonie sortit, essuyant ses mains sur son tablier. Marcel se tint à ses côtés. Le notable descendit de cheval avec l'aide de son régisseur et se présenta. Il dit avoir entendu parler de l'eau, qu'il était impressionné. La terre était bonne quand il y avait de l'eau. Il posa quelques questions sur la propriété, sur leur projet. Marcel répondit avec prudence. Ils allaient planter de la lavande, peut-être, et élever quelques bêtes s'ils parvenaient à en acheter. Commencer petit et grandir doucement. De Villefort acquiesça, ses petits yeux évaluant tout. Puis il dit qu'il avait une proposition. Il pouvait acheter la terre. Il paierait un prix juste. Léonie et Marcel pourraient rester travailler comme ses employés s'ils le voulaient, avec un salaire garanti chaque mois. Sans risque, sans souci. Léonie remercia poliment mais dit qu'il n'était pas intéressé par la vente. La terre était à eux et ils allaient la travailler. Le notable força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Il dit qu'il comprenait que c'était beau de voir des gens avec du courage. Mais il prévint que la terre était difficile, que beaucoup avaient essayé et renoncé, qu'il valait parfois mieux accepter l'aide de ceux qui connaissaient les affaires. Léonie maintint sa posture ferme et répéta qu'il n'était pas intéressé. De Villefort remonta à cheval, jeta un dernier coup d'œil alentour et s'en alla. Mais quelque chose dans son adieu laissa un malaise dans l'air. Marcel dit tout bas qu'il devait être prudent. Les gens puissants n'aiment pas qu'on leur dise non. Léonie approuva, mais il n'allait pas abandonner maintenant. Pas après avoir trouvé l'eau, pas après tout ça. Ils construisirent un système simple d'irrigation. Marcel coupa des roseaux et creusa des troncs dans le bois proche pour faire des canaux qui menaient l'eau du puits jusqu'à une zone délimitée pour les cultures. Léonie chercha dans de vieux livres qu'elle avait apportés des traités d'agronomie qui appartenaient à son père et découvrit des techniques de plantation adaptées au sol sec. La lavande fine était une bonne option. Résistante. Elle se vendait bien aux parfumeurs de Grasse, mais ils avaient besoin de plans. Ils rassemblèrent le peu d'argent qu'ils avaient, le petit salaire de Léonie comme institutrice qu'elle recevait toujours car elle donnait des cours 3 fois par semaine dans l'église pour le groupe d'intéressés. Quelques sous que Marcel gagnait en faisant des travaux occasionnels pour les villageois. Ils achetèrent des plants et des semences à l'épicerie, de l'engrais de base, quelques outils essentiels. Ils dépensèrent tout. Ils n'avaient plus de réserve. C'était un pari total. Ils plantèrent par une aube de juin, quand la température était moins brutale. Ils ouvrirent des sillons dans la terre ocre, placèrent les plants avec l'espacement recommandé par le livre, recouvrirent, irriguèrent. Marcel bénissait la terre à voix basse, une coutume apprise de sa grand-mère. Léonie n'était pas croyante, mais elle respecta. À ce moment-là, toute aide était la bienvenue, d'où qu'elle vienne. Les jours suivants furent une attente anxieuse. Ils se levaient tôt et allèrent voir la plantation si quelque chose avait pris. Rien. Après une semaine, toujours rien. Léonie commença à douter. Peut-être avait-il fait quelque chose de travers. Peut-être la terre était-elle vraiment trop mauvaise. Marcel lui disait d'avoir de la patience. La nature prenait son temps. Au 10e jour, les premières pousses vertes apparurent. Petites, fragiles, mais bien là. Léonie s'agenouilla dans la terre et toucha avec précaution l'une des petites plantes. Ça poussait, c'était vivant. Elle regarda Marcel, les yeux brillants, et il sourit d'une façon qui transforma son visage entier. C'était le sourire de quelqu'un qui n'avait pas souri depuis très longtemps. Ce soir-là, assis dehors devant la cabane, mangeant une soupe claire au crépuscule, Marcel l'interrogea sur sa vie d'avant. Il n'avait pas posé de questions jusque-là, respectant son intimité. Mais maintenant, cela semblait naturel de parler. Léonie raconta Paris,
Grandir fille unique d'un père érudit mort quand elle était adolescente. Devenir institutrice parce que c'était l'une des rares professions acceptables pour une femme. Rencontrer Antoine, fils de bonne famille, et se marier en pensant avoir trouvé la sécurité, le perdre dans un accident de voiture stupide et évitable, découvrir que la sécurité était une illusion. Marcel écouta tout, puis raconta la version complète de son histoire. L'enfance pauvre en Ardèche, le père mort de la grippe espagnole, la mère qui travailla jusqu'à l'épuisement, lui commençant comme valet de ferme à 12 ans, grimpant les échelons par l'honnêteté et le labeur, l'accusation qui détruisit tout, la fiancée qui disparut sans se retourner. Il y avait de la tristesse dans ces histoires, mais aussi quelque chose de libérateur à partager. Léonie dit que leur passé avait un point commun. Ils avaient été écartés, considérés comme sans valeur, et maintenant ils prouvaient qu'ils avaient de la valeur. Seulement personne n'avait pris la peine de le voir. Marcel acquiesça. Il dit que pour la première fois depuis des mois, il sentait qu'il construisait quelque chose, qu'il ne faisait pas que survivre, et que c'était grâce à elle qui avait eu le courage de proposer l'association. Léonie resta silencieuse un moment. Puis elle dit, d'une voix basse, que ce n'était plus seulement une association. C'était de l'amitié, de la confiance, savoir qu'on a quelqu'un à ses côtés. Marcel se tourna vers elle, et dans l'obscurité éclairée seulement par la lune croissante et les braises du feu, ses yeux cherchèrent les siens. Il dit qu'il ressentait la même chose, qu'elle était la personne la plus courageuse qu'il ait connue, et qu'il avait de la chance de l'avoir trouvée dans ce train. Le silence qui suivit fut différent. Il n'était pas gênant, il était plein de choses non dites mais ressenties. Léonie sentit son cœur battre plus vite. Elle eut envie de se rapprocher, de toucher sa main posée tout près. Mais elle ne bougea pas. C'était encore tôt. C'était encore délicat. Mais c'était là, grandissant comme les plantes, doucement mais sûrement. Les plants de lavande grandirent, ils irriguaient tous les jours, alternant les tours. Marcel se levait avant le soleil et s'occupait de l'irrigation du matin. Léonie y allait après les cours et s'occupait de l'après-midi. Ils désherbaient ensemble, protégeant les plantes fragiles. Il y avait quelque chose de presque méditatif dans ce travail répétitif. Les mains dans la terre, le soleil sur la peau, le silence brisé seulement par les oiseaux et le vent dans les pins. Un de ces jours, travaillant côte à côte au désherbage, la main de Marcel frôla celle de Léonie par accident. Il s'excusa, mais elle dit que ce n'était rien. Les mains restèrent proches après cela, se frôlant de temps en temps, et aucun des deux ne s'éloigna. De petites choses, de petits contacts, mais qui signifiaient un monde. La communauté commença à voir leur travail différemment. Certains regardaient encore avec méfiance, surtout le fait que Léonie, une veuve, passe tant de temps seule avec un homme célibataire. Il y avait des commérages. Madame Solange les défendait, disant qu'ils étaient des travailleurs honnêtes, qu'il n'y avait rien de mal. Mais le père Lucien appela Léonie un dimanche après la messe et l'interrogea délicatement mais fermement sur la situation. Léonie expliqua qu'ils étaient associés dans une affaire, qu'ils dormaient dans des lieux séparés, elle dans la chambrette de l'épicerie, lui dans un coin de la cabane aménagée, que tout était convenable. Le prêtre regarda par-dessus ses lunettes et dit qu'il comprenait, mais que les apparences comptaient. Que peut-être il vaudrait mieux penser à régulariser la situation d'une certaine manière si les plans étaient de continuer à travailler ensemble. Léonie comprit ce qu'il suggérait. Le mariage. Mais comment parler de cela avec Marcel? Ils étaient amis, partenaires, il y avait quelque chose qui grandissait entre eux, mais parler de mariage semblait précipité. Elle n'aborda pas le sujet, mais le prêtre en toucha un mot à Marcel quelques jours plus tard. Marcel devint pensif. Il vint parler à Léonie un soir, après le travail, et tous deux discutèrent assis sur les marches de la cabane, qui était maintenant bien plus solide et habitable. Marcel fut direct. Il dit que le curé avait parlé de leur situation, de ce que les gens disaient, qu'il comprenait l'inquiétude, qu'il ne voulait pas nuire à sa réputation.
Léonie dit qu'elle se moquait de ce que les gens disaient, mais Marcel insista qu'elle devait s'en soucier, car une femme seule était déjà jugée pour tout, et il ne voulait pas être un motif de jugement supplémentaire. Il y eut un silence. Alors Marcel inspira profondément et parla lentement, choisissant ses mots avec soin. Il dit que si elle le voulait, si elle sentait que cela avait du sens, il pouvait se marier. Cela n'avait pas besoin d'être par amour, pas maintenant. Cela pouvait être par convenance, pour la protection, pour officialiser l'association. Mais si elle le voulait, il respecterait. Il savait qu'elle avait été mariée avant, que peut-être elle ne le voudrait pas de nouveau. Léonie resta à regarder ses propres mains, puis elle parla doucement. Elle dit que ce ne serait pas seulement par convenance, pas pour elle, parce qu'elle avait commencé à ressentir quelque chose pour lui. Elle ne savait pas exactement quoi encore. Elle ne savait pas si c'était de l'amour ou si c'était juste de la gratitude, de la camaraderie, le soulagement de ne plus être seule. Mais c'était quelque chose de vrai. Et si c'était pour se marier, elle voulait que ce soit avec honnêteté à ce sujet. Marcel resta silencieux un temps qui parut éternel. Puis il toucha son menton, un geste doux qui lui fit lever les yeux pour rencontrer les siens. Il dit que lui aussi ressentait cela, qu'il se réveillait en pensant à elle, qu'il s'endormait en se rappelant son sourire quand les plantes poussaient, qu'il n'avait jamais ressenti une chose pareille, même avec sa fiancée d'avant, qu'il avait peur de gâcher le partenariat qu'ils avaient, mais qu'il ne parvenait pas à feindre que ce n'était que de l'amitié. Léonie sentit son cœur s'emballer. Elle demanda, la voix tremblante, ce qu'il était en train de dire. Marcel répondit qu'il disait qu'il voulait l'épouser, mais pas seulement par convenance. Il le voulait parce qu'elle était la personne la plus importante de sa vie, parce qu'il n'imaginait pas un avenir où elle ne serait pas présente, parce que quand il pensait à bâtir ce domaine, il voyait toujours eux deux. Elle ne répondit pas avec des mots. Elle répondit en approchant son visage et en l'embrassant. Ce fut un baiser prudent, hésitant au début, comme s'il testait un terrain inconnu. Puis il devint plus ferme, plus vrai, chargé de mois de tensions non résolues, de contacts accidentels, de regards qui duraient trop longtemps. Quand ils se séparèrent, tous deux respiraient fort, et les yeux de Léonie étaient humides. Elle dit oui, qu'elle voulait se marier, qu'elle voulait construire sa vie avec lui. Marcel l'attira dans une étreinte serrée, et ils restèrent ainsi, bercés par le bruit du vent dans la garrigue et par les étoiles absurdement brillantes dans le ciel pur. Ils se marièrent 3 semaines plus tard, lors d'une cérémonie simple à l'église. Madame Solange fut le témoin, et un des ouvriers qui aidait parfois Marcel fut l'autre. Peu de gens vinrent, mais ceux qui importaient étaient là. Léonie portait une robe simple qu'elle avait elle-même retouchée, des fleurs sauvages dans les cheveux. Marcel portait un costume propre emprunté, les cheveux peignés, une nervosité visible. Quand ils échangèrent les alliances simples en argent achetées avec leurs économies, quand le prêtre les déclara mari et femme, quand Marcel embrassa Léonie devant tous avec tendresse et respect, quelque chose s'accomplit. Ils n'eurent pas de lune de miel. Ils retournèrent à la cabane, qui était maintenant la maison de tous les deux. Marcel avait construit une cloison intérieure, créant une chambre séparée de la pièce commune. Il avait fabriqué un meilleur lit, apporté un matelas de paille neuf, tout arrangé avec soin. Léonie entra et vit l'effort, les petits détails, les fleurs de lavande dans un pot improvisé. Elle se tourna vers lui, les larmes aux yeux, et dit que c'était parfait. La première nuit en tant que couple fut pleine de tendresse et de découverte. Ils n'étaient plus seulement associés. Ils étaient mari et femme. Ils étaient partenaires de vie. Et ce qu'ils avaient construit ensemble sur la terre n'était qu'un début. Les mois suivants furent faits de travail acharné, mais aussi de joie petite et constante. La plantation de lavande fleurit. Les fleurs mauves couvrant la terre ocre semblaient un miracle. Marcel enseignait à Léonie à identifier les parasites, à savoir quand récolter. Léonie enseignait à Marcel à mieux lire, à faire des calculs compliqués, à tout documenter pour quand ils auraient besoin de crédit.
Ils récoltèrent la première lavande en juillet. Ils travaillèrent des jours d'affilée, de l'aube au crépuscule, remplissant des sacs, préparant la distillation. Ils portèrent la récolte à un négociant local. L'homme pesa, évalua la qualité et offrit un prix juste. Quand il mit l'argent dans la main de Marcel, c'était plus d'argent qu'aucun d'eux n'avait vu réuni depuis très longtemps. Ils rentrèrent chez eux en silence, réalisant ce qui se passait. Ça avait marché. Le pari impossible avait marché. Ce soir-là, assis à la table simple que Marcel avait construite, comptant et recomptant l'argent, faisant des plans pour investir, Léonie s'arrêta et regarda son mari. Elle dit qu'elle était heureuse, qu'elle n'avait jamais imaginé qu'elle le serait, mais elle l'était. Marcel prit sa main sur la table et dit que lui aussi, que chaque goutte de sueur, chaque doute, chaque difficulté en avait valu la peine, parce qu'ils savaient l'un l'autre, parce qu'ils construisaient quelque chose de vrai. Mais le bonheur eut un prix. Monsieur de Villefort revint. Cette fois, il ne vint pas seul. Il amena 3 hommes, tous armés de fusils de chasse. Ils arrivèrent un après-midi alors que Marcel réparait une clôture et que Léonie préparait le terrain pour une seconde parcelle. Le notable descendit de cheval et alla droit au but. Il dit qu'il avait fait une proposition honnête des mois auparavant, qu'ils avaient refusé, mais maintenant, voyant que la terre était productive, il augmentait l'offre, il paierait le double de la valeur initiale. C'était une opportunité qu'il ne devait pas refuser. Marcel se plaça devant Léonie et dit d'une voix ferme que la terre n'était pas à vendre. À aucun prix. Elle était à eux. Ils construisaient leur vie ici. De Villefort plissa les yeux. Il dit que les gens têtus apprenaient parfois à la dure, que les accidents arrivaient, le feu prenait de nulle part, le bétail envahissait les plantations. Des choses mauvaises arrivaient à ceux qui ne savaient pas accepter la générosité. C'était une menace claire. Marcel ne recula pas. Il dit que si quelque chose arrivait, il saurait qui c'était, et qu'il avait des documents gardés, des témoins, tout enregistré. Le notable eut un rire sans humour. Il dit que le papier ne signifiait rien quand on était isolé. Loin de tout. Mais il ne fit rien de plus ce jour-là. Il remonta à cheval et partit, laissant la menace planer dans l'air chaud. Léonie tremblait. Marcel la serra contre lui et dit qu'ils iraient bien, qu'ils ne pouvaient pas montrer de peur. Mais le soir, tous deux discutèrent de ce qu'il fallait faire. Ils ne pouvaient pas rester sans protection. Marcel dit qu'il demanderait de l'aide au père Lucien, qui avait de l'influence. Il allait parler à madame Solange, lui demander de répandre le bruit, qu'ils avaient tout documenté et gardé en lieu sûr. Ils allaient faire du bruit. Les gens puissants avaient plus à perdre quand il y avait des témoins. Ils le firent. Le père Lucien, qui respectait désormais le couple, discuta avec monsieur de Villefort. Il dit qu'il gardait l'œil ouvert, que la communauté gardait l'œil ouvert. Madame Solange fit courir le bruit que, quoi qu'il arrive, les autorités à la préfecture sauraient. C'était un bluff partiel, mais ça fonctionna. Le notable recula, pas par bonté, mais parce qu'il réalisa que causer un problème ouvert attirerait plus d'attention que cela ne valait. Mais l'inimitié resta, la tension resta. Marcel et Léonie savaient qu'ils devaient grandir vite, devenir assez forts pour ne pas être des cibles faciles. Ils investirent chaque centime de la récolte dans des améliorations. Ils achetèrent plus de plants, agrandirent la zone de culture, construisirent une petite bergerie et achetèrent 3 vaches. Ils commencèrent aussi la production de fromage. Léonie vendait au village. Marcel construisit une maison meilleure, remplaçant la cabane par une structure en pierre avec un toit de tuiles. Ce n'était pas un manoir, mais c'était solide. La 2e année fut meilleure que la première. Récolte plus grande, plus d'argent, réputation grandissante. D'autres personnes commencèrent à demander comment ils avaient fait. Marcel enseignait l'irrigation, la lecture du terrain. Léonie enseignait la planification, la documentation. Ils devinrent une référence. Et au milieu de tout cela, leur amour grandissait,
Ce n'était pas un amour hurlé, dramatique, c'était un amour dans les détails, dans le café qu'elle préparait avant qu'il ne se réveille, dans la fleur sauvage qu'il laissait sur son oreiller, dans la façon dont ils travaillaient synchronisés, chacun sachant ce dont l'autre avait besoin avant même de demander, dans le baiser de bonne nuit qu'ils n'oubliaient jamais, peu importait leur fatigue. Une nuit, allongée dans le lit qui avait maintenant un vrai matelas et des draps propres, Léonie dit qu'elle avait peur de perdre ça, de se réveiller et découvrir que c'était un rêve. Marcel la tira contre lui et dit que ce n'était pas un rêve, c'était réel, c'était à eux, et que rien ni personne ne leur enlèverait. Elle le crut, parce que quand il parlait, elle le croyait toujours. La 3e année apporta des défis qu'aucun des deux n'attendait. Janvier commença avec des pluies torrentielles qui inondèrent une partie de la plantation. Marcel travailla jours et nuits à creuser des canaux de drainage, détournant l'eau pour ne pas noyer les racines. Léonie aidait en portant des pierres pour renforcer les berges. Ils sauvèrent la moitié de la récolte. L'autre moitié fut perdue. C'était une perte, mais pas dévastatrice. Ils avaient appris à garder des réserves. Février assécha tout. Les pluies cessèrent abruptement et ne revinrent pas. Le puits qu'ils avaient creusé continuait de produire de l'eau, mais le niveau baissait chaque jour. Marcel rationna l'irrigation, priorisant les plantes les plus fortes. Léonie priait, même sans être religieuse. Toute aide comptait. En mars, d'autres fermiers commencèrent à apparaître. La sécheresse affectait toute la région. Les cultures mouraient. Le bétail avait soif. Ils demandaient à propos du puits de Marcel et Léonie comment ils avaient réussi, s'ils pouvaient aider. Marcel ne refusait pas l'information. Il enseignait où creuser, comment identifier les signes. Mais la plupart n'avaient pas les ressources ou la patience de creuser assez profond. Ce fut Madame Solange qui apporta la nouvelle qui allait tout changer. Elle apparut à la ferme un après-midi, essoufflée d'avoir marché vite sous la chaleur. Elle dit que M. de Villefort organisait une réunion à l'église. Il voulait discuter d'une solution à la crise de l'eau. Il allait proposer que la mairie lui donne le pouvoir de gérer les ressources hydrauliques de la région, puisqu'il avait la plus grande propriété et le plus d'expérience. En gros, il voulait contrôler qui aurait accès à l'eau. Léonie et Marcel échangèrent un regard. Si le notable contrôlait l'eau, il contrôlerait tout. Il pourrait faire payer ce qu'il voulait. Il pourrait décider qui survit et qui ne survit pas. C'était un coup de force déguisé en solution. Marcel dit qu'il devait aller à la réunion. Il devait offrir une alternative. Léonie approuva. Mais quelle alternative? Leur puits suffisait à peine pour leur propriété. Ils ne pouvaient pas fournir de l'eau au village entier. Ils passèrent la nuit à réfléchir. Léonie feuilleta les livres d'agronomie de son père, cherchant quelque chose, n'importe quoi. Ce fut presque à l'aube qu'elle trouva un chapitre sur les systèmes coopératifs d'irrigation. L'idée était simple mais révolutionnaire. Au lieu que chacun creuse son puits individuel, la communauté pouvait creuser un puits plus grand, plus profond, collectif. L'eau serait distribuée par un système de canaux, géré par un comité élu par les agriculteurs eux-mêmes. Chacun contribuait par son travail à la construction et à l'entretien. Chacun avait un droit proportionnel à la taille de sa propriété et à ses besoins. Marcel lut attentivement. Il dit que ça avait du sens, mais ce serait difficile de convaincre les gens. Le travail communautaire exigeait de la confiance, et la confiance était une denrée rare. Léonie dit qu'il devait essayer. C'était mieux que de livrer le contrôle à un notable avide. La réunion eut lieu un dimanche après la messe. L'église était pleine. Toutes les familles d'agriculteurs, commerçants, jusqu'aux ouvriers sans terre. Monsieur de Villefort était devant, avec le secrétaire Octave Brunet. Il commença à parler de la gravité de la situation. La sécheresse était pire que les années précédentes. Sans eau, la région mourrait. Il avait les ressources, il avait les hommes, il pouvait organiser la distribution d'eau depuis sa propriété. Bien sûr, cela aurait un coût. Ce n'était pas de la charité, mais c'était une solution. Les gens murmuraient. Certains étaient d'accord, d'autres se méfiaient. Le père Lucien demanda le silence et demanda s'il y avait d'autres propositions. Ce fut alors que Marcel se leva.
Il n'était pas un homme de grands discours, mais quand il parlait avec poids. Il dit qu'il comprenait la proposition de M. de Villefort, mais qu'il y avait un autre chemin. Un chemin qui donnait le pouvoir à la communauté, pas à un seul homme. Il expliqua l'idée du puits communautaire, du système coopératif. Léonie se leva à ses côtés et montra les dessins qu'elle avait faits, les calculs du nombre d'hommes nécessaires, le temps que cela prendrait, comment distribuer l'eau équitablement. Le notable interrompit avec un rire sarcastique. Il dit que c'était une jolie idée, mais impraticable. Que les paysans n'avaient pas la discipline pour le travail collectif, que cela finirait en dispute, en bagarre, en échec, qu'il valait mieux laisser ceux qui savaient s'occuper des choses. Mais une voix s'éleva du fond de l'église. C'était Antoine Morin, un petit agriculteur d'une quarantaine d'années qui avait une terre près de celle de Marcel et Léonie. Il dit qu'il était partant pour essayer, qu'il préférait travailler dur et garder son autonomie plutôt que de dépendre de la bonne volonté du notable. Une autre voix approuva, et une autre. L'effet domino. Le père Lucien, qui avait gagné en respect pour Marcel et Léonie, dit qu'il trouvait la proposition sensée, qu'une communauté unie avait toujours été plus forte qu'un individu puissant. Il mit la chose au vote. Une majorité écrasante vota pour le système coopératif. De Villefort sortit de l'église le visage rouge de colère. Mais il ne pouvait rien faire. La communauté avait décidé. Et il avait perdu la chance de tout contrôler. Le travail commença la semaine suivante. 20 hommes travaillant par équipe, creusant à l'endroit que Marcel avait identifié, une zone communale entre les propriétés. Les femmes apportaient la nourriture, l'eau, soignaient les blessés avec des ampoules ou de petits accidents. Léonie organisait les tours, tenait le registre des heures travaillées par chacun, garantissait que tout était juste. Ce fut un travail brutal. Soleil de plomb, terre dure, découragement quand ils atteignirent 5 mètres sans trouver d'eau. Mais Marcel n'abandonnait pas. Il disait qu'il fallait aller plus profond, il fallait avoir confiance. Et la communauté lui fit confiance. Au 12e jour, à 8 mètres de profondeur, ils trouvèrent une nappe phréatique abondante. L'eau jaillissant plus fort que dans le puits individuel de Marcel. Les hommes remontèrent en criant de joie, les femmes pleurèrent. Le village entier fêta cela, ils avaient réussi. Ils construisirent le système de canaux dans les semaines suivantes. Bois, pierre, travail collectif. Ils créèrent le comité de gestion. Marcel fut élu président à l'unanimité. Il tenta de refuser, disant qu'il n'était pas un chef, mais Léonie murmura qu'il devait accepter. Les gens lui faisaient confiance, et il ne décevait jamais ceux qui lui faisaient confiance. Si vous aimez cette histoire, laissez un pouce bleu et partagez. Il reste peu avant la fin émouvante. Le système fonctionna mieux que quiconque ne l'avait espéré. L'eau était distribuée de manière équitable, les conflits étaient résolus par le comité. La région non seulement survécut à la sécheresse, mais prospéra. Les cultures grandirent, les bêtes engraissèrent, le commerce s'améliora. Val-de-Pierre, qui était un bourg oublié, commença à apparaître sur la carte. Et le domaine de l'Espérance, nom que Marcel et Léonie donnèrent officiellement à leur propriété, grandit aussi. Avec l'eau garantie, ils étendirent les cultures. Lavande, blé, légumes. Ils achetèrent plus de bétail. Ils construisirent une maison plus grande, une vraie masure provençale, avec 3 chambres, une terrasse et même des vitres aux fenêtres. Ils engagèrent 2 ouvriers fixes qui vivaient dans des maisons que Marcel construisit sur la propriété. Monsieur de Villefort tenta quelques coups bas. Il répandit des rumeurs sur la malhonnêteté de Marcel, mais personne n'y crut. Il tenta de corrompre des membres du comité, mais ils furent trop honnêtes. Finalement, réalisant qu'il avait perdu, il cessa simplement de lutter. Il se concentra sur sa propriété et laissa les autres en paix. Il n'était pas un ami, mais il n'était plus une menace active. Les années passèrent. 1930, 1932, 1935. Le domaine de l'Espérance continuait de grandir.
Marcel était reconnu comme le meilleur agriculteur de la région. Léonie avait arrêté d'enseigner pour se consacrer entièrement à l'affaire. Elle s'occupait de l'administratif, des ventes, des contrats, des relations avec les acheteurs de Marseille et même de Paris. Elle découvrit qu'elle avait un talent pour la négociation. Ils achetèrent des terres adjacentes de familles qui voulaient vendre. Toujours à un prix juste, sans jamais profiter de la nécessité d'autrui, la propriété s'agrandissait. 30 hectares, 50, 80, 100. En 1937, il se passa quelque chose d'inattendu. L'ancien patron de Marcel, le propriétaire d'Ardèche qui l'avait accusé injustement, apparut. Il était vieux, malade, accompagné par son fils. Le fils était celui qui avait menti des années plus tôt. Ils demandèrent à parler à Marcel. Léonie voulut les renvoyer, mais Marcel accepta de les recevoir. Les deux hommes entrèrent dans la maison, chapeau à la main, posture humble. Le vieil homme parla avec difficulté. Il dit qu'il se mourait, qu'il voulait faire la paix avant de partir. Le fils, maintenant un homme de 30 ans passés, les yeux baissés, confessa. Il dit qu'il avait volé, qu'il avait mis la faute sur Marcel parce qu'il savait que son père ne croirait jamais que son propre fils était un voleur. Il dit qu'il avait vécu avec la culpabilité toutes ces années, qu'il avait détruit la vie d'un innocent. Il demanda pardon. Le silence dans la salle fut lourd. Léonie serra la main de Marcel, sentant la tension. Elle attendit qu'il décide. Marcel resta à regarder les deux hommes longuement. Puis il dit qu'il acceptait les excuses. Pas parce qu'elles étaient méritées, mais parce qu'il ne voulait pas porter de colère. Il avait une belle vie maintenant. Il avait une épouse qu'il aimait. Il avait une ferme prospère. Il avait une dignité restaurée par son propre travail, pas par l'admission de culpabilité d'un tiers. Le vieillard pleura, le fils aussi. Ils offrirent une compensation financière. Marcel refusa. Il dit qu'il ne voulait rien d'eux. Il voulait juste qu'ils partent et le laissent en paix. Ils partirent. Quand la porte se ferma, Léonie étreignit son mari. Elle dit qu'elle était fière de lui, que pardonner était plus difficile que de haïr. Marcel appuya son front contre le sien et dit qu'il l'avait appris d'elle, qu'elle lui avait enseigné qu'avancer valait mieux que de rester prisonnier du passé. Les années 1940 apportèrent une prospérité plus grande encore. La Seconde Guerre mondiale, bien que terrible, créa une demande énorme pour certaines cultures et produits. Les prix montèrent. Marcel et Léonie produisirent plus que jamais. Ils engagèrent plus d'ouvriers, les traitant toujours bien, payant juste, offrant des logements décents. La ferme devint une petite communauté. 20 personnes travaillant, vivant là avec leur famille. Léonie mit en place une petite école sur la propriété pour apprendre à lire et écrire aux ouvriers et à leurs familles. Elle recommença à enseigner, non plus par nécessité, mais par plaisir. Elle voyait les visages s'illuminer quand ils parvenaient à lire le premier mot. Elle ressentait une satisfaction que l'argent n'achetait pas. Marcel construisit un système d'irrigation plus sophistiqué, avec des norias et des canaux couverts. D'autres fermes commencèrent à copier. Il ne fit jamais payer l'information. Il disait que le savoir devait être partagé. La région entière bénéficiait quand tous prospéraient. En 1943, le domaine de l'Espérance comptait 150 hectares. C'était la seconde plus grande propriété de la région, juste derrière celle de M. de Villefort. Mais en 1945, le notable mourut. Les héritiers n'avaient aucun intérêt à gérer le domaine. Ils le mirent en vente. Marcel et Léonie discutèrent longuement. Ils avaient de l'argent de côté, mais pas assez pour acheter cette immense étendue. Ils devraient contracter un gros emprunt. C'était risqué, mais c'était une opportunité unique. Ils décidèrent de risquer. Ils négocièrent avec une banque à Aix-en-Provence. Léonie y alla personnellement, apporta les registres impeccables des 15 dernières années, prouva qu'ils étaient fiables. Ils obtinrent le crédit. Ils achetèrent la propriété de Villefort, 200 hectares, et la fusionnèrent avec la leur. Soudain, du jour au lendemain, le domaine de l'Espérance faisait 350 hectares.
C'était le plus grand de la région. Marcel Ferrand et Léonie Faure-Ferrand, qui étaient arrivés avec une valise chacun et sans aucun espoir, étaient maintenant les plus grands propriétaires terriens de Val-de-Pierre. La nouvelle se répandit. Cela devint une histoire que les mères racontaient à leurs enfants. Cela devint un exemple, une légende. Le couple qui avait bâti un empire à partir de rien. Le couple qui avait prouvé que le travail honnête et l'amour véritable vainquent tout obstacle. Mais pour Marcel et Léonie, ce n'était pas une question de taille de domaine, c'était ce que cela représentait. Chaque hectare était le témoignage de la sueur versée. Chaque bâtiment était le résultat d'une décision prise ensemble. Chaque travailleur était une personne qu'ils respectaient et protégeaient. Ce n'était pas un empire, c'était un héritage. En 1948, par un après-midi d'avril, exactement 20 ans après leur arrivée dans ce train poussiéreux, Marcel organisa une surprise. Il demanda à Léonie de se faire belle, mais ne dit pas pourquoi. Elle se méfia, mais obéit. Elle mit sa plus belle robe, bleu clair avec des fleurs brodées, attacha ses cheveux avec une broche en argent qu'il lui avait offerte pour son anniversaire. Il l'emmena dans une calèche neuve, tirée par de beaux chevaux, sur le chemin qui traversait la propriété. Ils s'arrêtèrent au sommet d'une colline d'où l'on voyait tout. L'immense étendue de terre, les champs de lavande ondulant au vent. Le bétail paissant tranquille, les maisons des ouvriers propres et bien tenues, leurs grandes maisons imposantes mais accueillantes, les systèmes d'irrigation fonctionnant parfaitement, le soleil commençant à descendre, peignant tout en doré. Marcel descendit de la calèche et aida Léonie à descendre. Ils restèrent là, côte à côte, à regarder. Il passa le bras autour de sa taille et l'attira contre lui. Il dit qu'il avait quelque chose à lui donner. Il sortit de sa poche un papier plié et le lui tendit. Léonie l'ouvrit. C'était un nouvel acte de propriété. Il enregistrait le domaine non seulement au nom des deux, mais comme une société officielle. 50% pour chacun. Elle lut et ses yeux s'emplirent de larmes. Elle dit qu'il n'avait pas besoin de faire ça. Il répondit qu'il le fallait. Parce que depuis le premier jour, tout ce qu'ils avaient construit l'avait été ensemble. Elle avait mis la terre, il avait mis le travail, mais tous deux avaient mis leur âme. Il n'y avait pas de Marcel sans Léonie. Il n'y avait pas de domaine de l'espérance sans eux deux. Elle se tourna vers lui, les larmes coulant librement maintenant. Elle dit qu'il était l'homme le plus incroyable qu'elle ait connu. Qu'elle l'aimait davantage chaque jour qui passait, que si quelqu'un, 20 ans plus tôt, lui avait dit qu'elle serait heureuse ainsi, elle ne l'aurait pas cru. Marcel essuya ses larmes avec son pouce, un geste qu'il avait fait 1000 fois, toujours avec la même tendresse. Il dit que lui non plus n'avait jamais imaginé un tel bonheur, qu'il avait cru que la vie n'était que survivre, endurer, avancer en portant un poids. Mais elle lui avait appris que la vie pouvait être plus, elle pouvait être construire, elle pouvait être aimée, elle pouvait être se réveiller chaque jour et ressentir de la gratitude. Ils s'embrassèrent là, au sommet de la colline, avec 20 ans d'histoire sur les épaules et un futur encore long devant eux. Le baiser avait le goût de la sueur, de la terre, de l'effort, de la victoire. Il avait le goût de l'amour véritable, celui qui pousse lentement, mais crée des racines si profondes que rien ne peut les arracher. Quand ils se séparèrent, Léonie regarda de nouveau le paysage et dit qu'ils avaient réussi. Ils avaient construit de zéro le plus grand domaine de la région, mais plus important que ça, ils avaient construit une vie qui en valait la peine. Une vie avec un but, une vie avec de l'amour. Marcel approuva. Il dit que le domaine était important, mais qu'elle était essentielle, que 1000 hectares ne signifieraient rien sans elle à ses côtés, que le succès qui comptait n'était pas la taille de la propriété, c'était la taille de l'amour qu'ils partageaient. Ils restèrent là jusqu'à ce que le soleil disparaisse complètement et que les étoiles apparaissent. Alors ils rentrèrent chez eux. La maison qu'ils avaient bâtie, la vie qu'ils avaient bâtie. Les années suivantes apportèrent plus de croissance, plus de défis surmontés, plus d'histoire.
le domaine de l'Espérance devint une référence régionale en techniques d'irrigation et d'agriculture durable. Marcel fut invité à donner des conférences à Aix. Léonie écrivit un manuel sur la gestion coopérative des ressources en eau qui fut utilisé dans d'autres régions. Ils n'oublièrent jamais d'où ils venaient. Ils ne devinrent jamais arrogants. Ils continuèrent à travailler la terre de leurs propres mains, même quand ils auraient pu se contenter de superviser. Ils continuèrent à vivre dans la même maison, même quand ils auraient pu construire un château. Ils continuèrent à traiter les ouvriers comme de la famille, pas comme des employés. Madame Solange, désormais une dame d'âge avancé, disait à qui voulait l'entendre qu'elle avait vu naître la plus belle histoire d'amour qui ait jamais existé, qu'elle avait été témoin du miracle non seulement d'une terre aride devenant un empire productif, mais de deux âmes brisées devenant une chose entière, complète, rayonnante. Le père Lucien, qui les avait mariés, disait dans ses sermons que Dieu écrivait droit avec des lignes courbes, que parfois la tragédie qui semble être une fin n'est que le début de quelque chose de plus grand, que Marcel et Léonie étaient la preuve vivante que recommencer n'est pas une honte, c'est du courage. Et Val-de-Pierre, qui était un bourg oublié quand ils étaient arrivés, avait grandi. C'était devenu une petite ville. Il y avait une vraie école maintenant. Un dispensaire modeste, des rues pavées au centre. Et tout avait commencé quand un homme et une femme avaient décidé de creuser un trou en cherchant de l'eau et avaient trouvé bien plus. Ils avaient trouvé de l'espoir. Ils avaient trouvé un avenir. Ils s'étaient trouvés l'un l'autre. Par une nuit de 1952, 24 ans après ce voyage en train, Marcel et Léonie s'assirent sous le porche de leur maison. C'était devenu leur habitude. Après le dîner, s'asseoir là, regarder les étoiles, discuter de la journée. Parfois, ils parlaient affaires, parfois de souvenirs. Parfois, ils ne disaient rien, restaient juste là, mains entrelacées, dans le silence confortable d'un couple qui n'a pas besoin de remplir chaque seconde avec des mots. Léonie, maintenant âgée de 50 ans, des fils blancs dans les cheveux, mais les yeux toujours vifs et malicieux, commenta qu'elle avait reçu une lettre de Paris. C'était la fille d'une ancienne collègue de l'école normale. La jeune femme demandait des conseils pour survivre après être devenue veuve très jeune. Léonie avait répondu en racontant son histoire. Elle avait dit que tout perdre est parfois une libération, que du fond du puits, la seule direction est vers le haut. Qu'il n'existait pas de nouveau départ sans le courage d'accepter que le passé était fini. Marcel, maintenant 56 ans, le corps encore fort du travail mais marqué par le temps, dit qu'il devrait écrire l'histoire complète un jour, pour laisser une trace. Pas pour se vanter, mais pour montrer que c'était possible, que l'amour vrai existait, que le travail honnête payait, que des miracles arrivaient à ceux qui persistaient. Léonie rit et dit qu'il devenait poète en vieillissant. Marcel rit aussi et dit que c'était de sa faute à elle. Qu'elle lui avait appris à voir la beauté dans les choses simples, à voir le sens au-delà de l'évidence. Ils retombèrent dans le silence. Alors Léonie dit, d'une voix basse mais ferme, qu'elle ne regrettait rien. Ni le mariage court qu'elle avait eu avant, ni l'expulsion, ni le voyage effrayant, ni la cabane tombant en ruine, parce que tout avait mené jusqu'ici, tout avait mené jusqu'à lui. Marcel serra sa main et dit que lui non plus. Que l'accusation injuste, la perte du travail, l'humiliation, tout avait valu la peine, parce que cela l'avait menée jusqu'à elle, et elle était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée dans la vie. Ils s'embrassèrent de nouveau. Un baiser doux de couple qui s'était embrassé des milliers de fois, mais où chaque baiser signifiait encore quelque chose. Un baiser qui disait « Je te choisis, je te choisirai encore, je te choisirai toujours ». La pleine lune illuminait le domaine de l'Espérance, la plus grande propriété de la région, l'endroit qui avait commencé comme une terre maudite et était devenu un symbole de prospérité, l'endroit bâti avec amour, sueur et une foi inébranlable que demain pouvait être meilleur qu'aujourd'hui. Mais pour Marcel et Léonie, assis sous ce porche, main dans la main, sous les étoiles qui avaient été témoins de tout le périple, le plus grand trésor,
n'était pas la terre, c'était l'un l'autre. C'était l'histoire qu'ils avaient écrite ensemble. C'était savoir que quand tout s'était terminé avant, ils n'avaient pas abandonné. Ils avaient recommencé et construit non seulement un domaine, ils avaient construit un amour éternel. Et dans le silence de la nuit provençale, avec le vent murmurant entre les arbres qu'ils avaient eux-mêmes plantés, avec l'eau coulant dans les canaux qu'ils avaient eux-mêmes creusés, avec la vie fleurissant sur la terre qu'ils avaient eux-mêmes transformée, il fut prouvé quelque chose que le monde oublie parfois, que repartir de zéro n'est pas une punition, c'est un privilège, que tout perdre peut être le début de gagner bien plus, que deux personnes, quand elles rament dans la même direction, peuvent déplacer des montagnes, et que la plus belle histoire d'amour n'est pas celle qui commence parfaitement. C'est celle qui survit imparfaite et pourtant fleurit, grandit, conquiert, gagne. C'est celle qui, quand on regarde en arrière, 20, 30, 40 ans plus tard, nous fait sourire et dire avec une certitude absolue, cela valait chaque seconde, chaque larme, chaque bataille, parce qu'au final, l'amour véritable n'est pas de trouver la personne parfaite. C'est de trouver une personne imparfaite et de construire une vie parfaite ensemble. Et Marcel Ferrand et Léonie Faure-Ferrand, assis là, sous le porche de la maison qu'ils avaient bâtie de leurs propres mains, sur la terre qu'ils avaient transformée de leur propre sueur, dans la vie qu'ils avaient façonnée par leur propre choix, en étaient la preuve vivante. Le plus grand domaine de la région était né d'une décision improbable, prise dans un moment de désespoir, par deux personnes qui n'avaient rien à perdre. Mais leur amour était né de quelque chose de bien plus profond. Il était né d'une reconnaissance mutuelle, de respect, de partenariat, de voir en l'autre non pas un salut, mais un complément, de travailler côte à côte, pas l'un pour l'autre, de grandir ensemble, pas l'un malgré l'autre. Et ce type d'amour, construit lentement mais avec des fondations solides, est le seul qui résiste au temps. C'est le seul qui devient un héritage. C'est le seul qui, en fin de compte, importe vraiment.